Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous, on vous apprécie énormément. N'oubliez pas évidemment d'aller nous voir sur tous les autres réseaux sociaux ainsi que les plateformes audio. Ça va super bien, ça grandit. Vous commentez, vous partagez. Continuez à le faire, ça nous aide énormément. Salim, what's up, buddy? Hey, comment ça va? Ça va bien. Là, juste pour que les gens comprennent un peu, là, tu sais, à chaque fois qu'on a un invité au balado, il y a des affaires qui se passent. Et évidemment, on ne peut pas en parler parce qu'il faut enregistrer avec notre invité. Puis là, l'épisode la semaine d'après, ben là, il va falloir retourner en arrière et maudit qu'il y a des affaires qui se sont déroulées. Il y en a pas mal. Fait que je ferai pas la météo cette fois-ci. Je parlerai pas non plus de ta belle cravate. Ah, merci. Mais on va commencer. Il y a quand même beaucoup de stock au provincial, au fédéral. On peut pas malheureusement pour eux passer à côté. Mais on peut pas éviter, on peut rien éviter dans le fond. Dans les deux dernières semaines, écoute, de toute façon, on peut pas inviter. Marois Rizki est invité. Pas inviter, okay. Éviter. On peut pas éviter. OK. Parce que moi, je les prendrai tous là qui viennent nous. Tu sais, Marois, elle a parlé encore à personne. Fait que si elle vient nous parler nous en premier, why not? On peut faire un deal. Elle peut venir faire le balado, puis elle pourra nous dire, OK, non, gardez-le, on va, on peut suivre son lead en longtemps qu'elle vienne. Ouais, bon, écoute, anyway. Regarde, justement, on va parler d'elle. Bon, écoute, on a commencé la semaine un peu bizarrement. Mais regarde, on va faire un petit recap là, pour les gens qui ont manqué l'épisode d'il y a 2 semaines. On va juste le rappeler qu'il y a une crise actuellement au PLQ. Dans le cas où vous n'auriez pas peut-être vérifié les nouvelles les 2-3 dernières semaines, il y a une grande crise au Parti libéral du Québec. On va pas faire tous les détails. On a un épisode, pas celui d'avant, mais celui... pas le dernier, mais celui d'avant. Donc, allez voir tous ces détails-là. Donc, le tout commence cette semaine ou la semaine passée. On va commencer avec Marois. Ben, cette semaine, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord sur notre épisode, comme tu l'as dit, mais aussi pas mal dans les médias. Puis, tu sais, les gens, ils suivent aussi les médias. D'ailleurs, j'en profite pour insister sur le fait que nous, on est un podcast de 2 personnes qui aiment parler de politique. Et, nous, on fait juste etc. parler. Mais je veux dire, à un moment donné, quand vous voulez vous faire votre propre idée, allez écouter les vraies entrevues, c'est-à-dire avec des journalistes, allez lire les articles, etc. Là, parce que oui, c'est bien beau, là, les médias dits alternatifs comme les podcasts. On adore ça, on en consomme. On en anime un depuis bientôt 4 ans maintenant. Mais c'est quand même important de se renseigner soi-même. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que, bon, en début de semaine, c'était un petit peu particulier. Le PLQ souffre un petit peu de cette, du supplice de la goutte. Tu connais le principe, là. Donc, ça, bing, bing, bing. Puis ça fait mal parce que on dirait qu'il y a rien d'assez gros pour donner un coup de massue au chef Pablo Rodriguez et au PLQ. Mais en même temps, c'est plein de petites choses qui sont pas clairs, qui sont comme des courants d'air, comme j'ai envie de te dire, des fantômes. Puis d'ailleurs, je pense que le terme fantôme est approprié parce que c'est plein de petites choses qui viennent hanter le PLQ et son chef en ce moment. Et c'est pas difficile. En fait, regarde, on va en parler là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont effectivement difficiles. Et des choses que je pense auraient pu être mieux gérées dans cette crise-là. Mais allons-y, essayons d'y aller un peu chronologiquement parce que sinon c'est trop compliqué. Ouais. Bon, début de semaine, quand je te dis une autre goutte là qui vient de faire, qui fait mal. Bon, encore une fois, une espèce de texto, je veux pas dire. Il ne faudrait pas dire anonyme parce qu'ils ne sont pas anonymes puisqu'ils ont été soumis à un média qui, je suppose, a fait toutes les vérifications, mais confidentielles, avec des sources confidentielles qui montrent que, il y a quelqu'un
qui aurait dit à quelqu'un d'autre, écoute, je ramasse de l'argent pour la course à la chefferie au Parti libéral du Québec pour un candidat qui s'appelle Pablo Rodriguez. La loi ne me permet pas de donner plus que 500 $. Veux-tu bien faire un don de 500 $, puis je vais te les rembourser, etc. Puis, il finit en lui disant, puis regarde, si jamais il forme le gouvernement, ben, on va faire rentrer ton entreprise au gouvernement. C'est une manière de dire, je sais pas moi, que son entreprise va bénéficier des largesses gouvernementales ou politiques ou avoir des contrats ou peu importe quoi. On va revenir là, parce que moi, je comprends pas comment les gens peuvent, en 2025, se permettre de laisser une trace comme ça. Mais sais-tu quoi, moi, à la limite, ce qui me scandalise, c'est pas tant qu'il laisse une trace, parce que, tu sais, admettons qu'il laisse pas de trace, c'est quand même croche. On va s'entendre. C'est quand même contre les lois qui sont faites pour tout le monde et pour être surtout respectées. Donc, moi, j'ai zéro sympathie pour ça. Tu vois? Mais ce que je pourrais te dire, par contre, moi, ce qui me scandalise, c'est comment est-ce que, à la fois, il y a des gens suffisamment stupides, non seulement pour dire ça, mais aussi pour croire ça, étant la personne qui le dit, que la personne qui se le fait dire et y croit. Mais il faut être... Non, mais excuse-moi, il faut être idiot à un point inimaginable pour penser que c'est possible. Écoute, à la limite, là, tu sais, si ça avait été des enjeux de, je sais pas moi, de centaines, voire des millions de dollars, etc., tu sais, tu vas te dire, ouais, non, mais tu sais, de la corruption à très haut niveau, etc. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui pense que parce qu'il a fait un don de 100 ou 500 pièces, il va faire rentrer son... Non, mais franchement, puis en plus, il faut être croche en tabarouette. Ça veut dire vraiment genre, ah, et moi, ma manière de... Non. Mais par contre, alors ça, c'est le premier bout qui me dépasse. Mais le deuxième bout qui me dépasse là-dedans, c'est que, George, il n'y a pas un politicien au Québec ou au Canada ou dans le monde il peut être la personne la plus honnête qui soit sur Terre. Aucun politicien n'est à l'abri qu'il y ait des imbéciles criminels de ce genre. Qui sont dans leur entourage. Mais pas qu'ils sont dans leur entourage, parce que ça, je peux pas croire que ce soit dans leur entourage. Puis si c'est dans leur entourage, tu as quasiment été infiltré, tu sais. Mm-hmm. Mais non, mais qu'ils décident d'aider un politicien en pensant qu'ils peuvent avoir un retour d'ascenseur. Mm. Tu sais, je vois Paul Saint-Pierre Plamondon déchirer sa chemise, lui, tu sais, etc. Tu sais, il pourrait se faire élire PM l'an prochain, puis dans 2 ans, on pourrait lui ressortir des échanges textos, courriels, de gens qui se disent « Hey, regarde, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça fait 3 ans qu'il est en tête des sondages. Ouais. Il va rentrer au gouvernement. Faudrait qu'on l'aide. » Puis qu'on l'aide, ça peut être par... Oui, ramasser des dons, même si c'est 100 pièces, mais visiblement, lui, il pense qu'avec 100 pièces, les gens peuvent se faire corrompre. Puis, ils peuvent l'aider de 1001 façons. Là, tu sais, je sais pas, moi, mobiliser des gens, des communautés, des autobus pour aller faire voter des gens. Je le sais, moi, tu sais, honnêtement, je le sais pas comment il pourrait faire ça en se disant, non, mais tu sais, on va le faire parce que quand il va être au gouvernement, il va nous aider. Ça, c'est peut-être en train de se faire au moment où on se parle. Mais ça ne veut pas dire que M. Saint-Pierre Plamondon est au courant. Ça, on l'a dit, on l'a dit la première fois qu'on a commenté ça, Salim. Une organisation, surtout pour une campagne au leadership, est tellement énorme. Il y a tellement de groupes de personnes à de niveaux différents. Tu sais pas, premièrement, on ne sait pas c'est combien de personnes qui, tu sais, à quel point cette, entre guillemets, organisation est grande, là, tu sais. Et on soupçonne, pour en avoir fait des campagnes, que c'est un petit groupuscule là, qui veut impressionner. Puis encore là, on soupçonne, on ne sait pas, on n'a pas les idées. Mais vu l'expérience qu'on a, surtout au Parti libéral du Québec, c'est ridicule de penser que
I don't know, disons 2 degrés de séparation de Pablo, ça se passe. Impossible. C'est tellement bas dans la chaîne, là. Et, regarde, non, mais c'est même pas... Excuse-moi de te couper, parce que je pense que ce que tu dis est très important, puis je veux même apporter une nuance supplémentaire. C'est que moi, je pense même pas que c'est en bas de la chaîne. C'est souvent des gens qui sont même pas dans la chaîne. En gros, là, c'est... T'as du monde, tu t'organises toute ta pyramide de personnes qui t'aident dans un leadership, c'est-à-dire des gens de com, des gens de stratégie, des gens de positionnement, des gens de médias, forcément des organisateurs, parce que en politique, tu gagnes sur le terrain, tu as beau avoir la meilleure ligne, à un moment donné, il faut aller sortir le monde pour voter pour toi. Tu sais, t'as des organisateurs, puis les organisateurs, pourquoi c'est des organisateurs? Et comment on distingue un bon organisateur d'un mauvais organisateur? C'est que le bon organisateur a assez aussi de réseau pour parler à telle personne qui lui-même va parler à d'autres personnes qui eux-mêmes vont parler à d'autres personnes. Fait qu'à un moment donné, il y a toujours des gens qui rencontrent des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui connaissent pas la politique, qui connaissent rien du tout, puis ils veulent les impressionner pour les motiver. Ouais. Pour les impressionner, pour les motiver, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, ouais, tu sais, moi, mon chum Pablo, il l'a jamais rencontré, si ça se trouve, ou s'il l'a rencontré, tu sais, c'est dans des événements un peu ouverts, où un gars comme Pablo Rodriguez, ou un autre, parce que là, on parle beaucoup de Pablo Rodriguez parce que c'est lui qui est dans l'eau chaude, mais ça pourrait être un autre. Si ça se trouve, il connaît même pas son prénom, il sait même pas c'est qui, puis même les gens proches de lui ne savent pas c'est qui. Ouais. T'sais. Fait que, bref, en tout cas, il y a eu cette histoire-là, je veux pas qu'on passe plus de temps là-dessus parce que y a vraiment beaucoup de choses à discuter, puis c'est vraiment pas la partie la plus intéressante, mais encore une fois, on est dans la gestion d'une crise qui a commencé avec tous les éléments dont on a parlé dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Puis là, l'espèce de supplice de la goutte, là, l'espèce de compte-goutte là, qui tombe l'un après l'autre, voilà un autre. Puis là, bon, M. Rodriguez a décidé de mettre dehors du caucus Marois Risky. Tu vas me dire, ouais, mais Salim, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ouais, officiellement, puis on l'avait expliqué, tu peux, ouais. Avant, c'était une suspension. Ouais. Une suspension, par définition, ça, c'est un peu comme dans le sport, un peu comme dans le hockey. Quand tu es suspendu, ça signifie que à un moment donné, tu vas revenir. Moi, je pense que M. Rodriguez était rendu à un stade où il était en train de dire, regarde, tout est en train de virer de bord au PLQ. Je suis en train de me battre contre des fantômes et des courants d'air. Il n'a pas été nécessairement très habile dans sa gestion de crise, puis on va revenir là-dessus. Non, on va revenir là-dessus, mais d'une manière générale, essayons d'être objectifs un tant soit peu, mettons-nous dans ses chaussures. Honnêtement, ça vole de partout. Il ne sait pas d'où est-ce que ça vient, ni comment, ni pourquoi, etc. Puis il doit gérer tout ça. Puis il y a une personne qui, elle, est dans le confort de son salon, en ce moment, de qui tout ça est parti, avec qui il n'a jamais eu la possibilité de parler. Puis les seules fois où ils ont échangé, elle est arrivée avec un avocat pour lui dire « Je peux rien te dire ». Mais ce qui est un non-sens, soit dit en passant. Ouais. Mais qu'importe, là, on va jouer. Regarde, là, il y a des avocats qui jouent aux avocasseries, là, puis qui te sortent des trucs. Oh, ben non, moi, j'ai une éthique, j'ai une morale. Regarde, arrête. Tu sais, à un moment donné, là, il t'a nommé là. Fait que si tu es capable de nommer le reste du monde, c'est parce que lui t'a nommé là. Puis s'il te voulait plus, il aurait pu t'enlever de là. Et tu pouvais plus à ce moment-là nommer quiconque. Puis à un moment donné, Mme Hins elle-même, elle a dit moi, ça me dérange pas de dire publiquement c'est quoi le problème. Fait que, non, bon, je m'excuse, mais c'est sûr que l'attitude de Marois Risky irrite du monde. Moi aussi, honnêtement, je vois ça. Ça m'irrite un petit peu parce que je suis comme, bon, OK, J'allais dire, t'as foutu cette merde. Oh, je l'ai dit. Oui. En tout cas, t'en es clairement responsable. Alors, à quel degré tu l'es? C'est discutable. C'est débattable, si tu veux. Il y a des gens qui vont te dire à 5%, d'autres à 95%. Qu'importe. Mais t'es une partie prenante. Tu te terres chez vous.
honnêtement, c'est pas correct. C'est pas correct pour les gens du caucus, ses anciens collègues avec qui elle a beaucoup travaillé, qui l'apprécient. Mais surtout si ce qu'elle a vu fait du mal, selon elle, au parti, puis au caucus ou whatever. Moi, tu sais, de mon point de vue, mais tu as une obligation au moins de dire ce qui s'est produit et de corriger ce qui, selon toi, ne fonctionne pas dans le caucus et qui devrait être éliminé. Tu comprends? C'est une personne, 2, 3, t'as entendu quelque chose. Pourquoi partir, te cacher, au lieu de dire, regarde, nous, on va corriger ça ensemble, je vais parler à Pablo, voici ce que j'ai trouvé, comment est-ce qu'on gère cette crise-là? Puis en plus de ça, là, Georges, de la confidentialité au milieu des officiers. Il y a une raison pour laquelle il y a des officiers aussi, c'est pour gérer toutes ces affaires-là. Il y a des raisons pour lesquelles même des whips, etc. Tu vas me dire, oui, mais ça concerne plus les élus eux-mêmes. Je comprends, mais des situations de tension ou peu importe quoi qu'il peut y avoir entre des élus et des staffs politiques, etc. Tu sais, il y a du monde qui sont capables de gérer ça. Donc, admettons qu'elle voulait protéger Pablo en lui disant, écoute, toi, t'as pas le droit de le savoir parce que t'es pas élu. Je suis pas d'accord avec ça. Qu'importe ce que l'avocate dit. Mais elle aurait pu en parler avec les autres, qui sont des élus, qui sont, tu sais, puis ça aurait pu se gérer comme ça, etc. Non. Puis, visiblement, elle a des informations, parce que là, elle a des informations autres que sur cette histoire avec Geneviève Vance, puisque visiblement, il y a d'autres choses qui sont sorties par la suite. Mais écoute, je comprends pas. Si tu penses que Pablo, qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part, tu t'en parles à Pablo, tu dis, regarde, moi, c'est soit on règle ça, soit je m'en vais. Si, admettons vraiment, là, c'est une question vraiment d'éthique personnelle, etc. Là, genre comme si tous les autres n'avaient pas d'éthique. Tu sais, c'est comme si tous les autres députés, là, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale, ils sont... Non, come on. Tu sais, à un moment donné, là, respecte le monde. Tu sais, je veux dire, ça a pas d'allure, là. Tu sais, je veux dire, même le monde qui l'aimait bien, là, sont rendus à la critiquer, là, tu sais, puis bon, c'est ça. Bref, M. Pablo Rodriguez a décidé de mettre dehors Marois Risky parce que, écoute, il a essayé de la joindre. Il la joint pas. Il y a comme une espèce de... En fait, elle est là, mais sans être là, mais tu sais, je sais pas quoi. Écoute, à un moment donné, oui, mets-la dehors. Puis sais-tu quoi? Moi, si avoir été lui, je l'aurais mise dehors il y a bien longtemps parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire, je peux pas t'en parler. Puis là c'est en plus, c'est un peu tricky parce que son mari est encore dans le caucus. Ouais. Puis ça, c'est problématique parce que on peut raisonnablement croire que son mari la soutient. Et c'est normal et naturel. Mais s'il la soutient, donc ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que pense le caucus actuellement. Puis je peux te dire que je pense pas du tout que le caucus pense d'elle du bien en ce moment, ni d'elle, ni de la manière dont elle a agi. Donc c'est intenable comme situation pour lui. Moi, je vois pas comment il pourrait revenir d'ailleurs, et encore moins d'être candidat libéral en octobre prochain. Et puis c'est intenable comme situation. Bon, monsieur Rodriguez l'a mise dehors. Là, le lien avec le truc, puis là, je pense que c'est là que tu veux aller, toi, c'est que toute cette histoire depuis 2 semaines, elle a un impact politique. Un impact politique, donc, qui nous mène directement au sondage. Ah oui. Donc, on a dit qu'on faisait les choses dans l'ordre. Mais veux-tu parler un peu des sondages? Parce que là, j'ai monopolisé le micro. Mais là, le sondage qui vient de sortir, puis ça, c'est sorti quoi? Mercredi, je pense, de cette semaine? Mercredi, oui. Avec tout ce chaos-là, écoute, je sais pas c'était quand le dernier sondage qu'on l'avait commenté, en tout cas dans un épisode précédent, mais ça affecte le Parti libéral du Québec, évidemment. Ils ont perdu 6 points, je pense, en 2 semaines. C'est quand même énorme. On parle de presque 40% de gens qui n'ont plus confiance à Pablo. Et le PQ continue. Mais ce qui est intéressant, puis ça, on va pas prendre trop de temps non plus, parce que là, tu sais, quand le Parti libéral, il perd des plumes, puis là, les gens se posent la question, bon, OK, mais c'est qui va prendre la place? Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas la CAQ. Donc, on parle d'un électorat québécois
qui, bon, là, ils voient ce qui se passe au Parti libéral du Québec, ils disent, regarde, encore les mêmes histoires, là, tu sais. On a belle l'habitude avec eux, la corruption, tu sais, toute cette stigmatisation que le Parti libéral du Québec a vécu pendant des années semble revenir. Mais ça va pas non plus mieux pour la CAQ. Tu sais, donc, eux autres sont pognés dans leur affaire. Et le seul qui reste seul... Qui marche sur l'eau. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, je sais pas qu'est-ce que les libéraux vont faire. Évidemment, est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Ça nous amènera plus tard dans un autre sujet sur le futur de Pablo Rodriguez. Mais c'est quand même spécial. Moi, je t'avoue, c'est rare que j'ai vu une affaire de même, là. Bon, je vais te dire. Ce qui frappe le plus dans ce sondage, c'est la drop de 6 points du Parti libéral du Québec. Ouais. Donc ça veut dire que la crise fait très mal au Parti libéral du Québec parce que c'est venu réveiller de vieux démons. Alors que le parti commençait un petit peu à se détacher d'une mauvaise image. Puis regarde, il y a des gens qui vont dire que je suis biaisé là-dessus, mais tu sais, je veux juste te rappeler que le Parti libéral du Québec n'a jamais été condamné à quoi que ce soit. Ouais. Puis même que je te dirais que s'il y a bien un truc qui avait dit, c'était le rapport Moisan qui était contre le PQ. Là, donc tu sais, moi, j'ai pas envie de jouer cette game-là. Je suis pas en politique, etc. Mais c'est juste que les gens sont convaincus que le PLQ a été condamné à des choses. PLQ n'a pas été condamné. PLQ a remboursé certains dons qui avaient été jugés non conformes, mais je veux juste te dire une affaire, les autres partis aussi. Alors, ensuite, on pourra toujours dire que le PLQ en a remboursé plus, mais le PLQ a été au pouvoir pendant 15 ans avant que la CAQ arrive. Là, je comprends, mais c'est pas une question de... Oui, c'est une question de perception, évidemment, mais moi, je regarde plus en termes de stats, en termes de numéros. On réalise à quel point c'est facile de perdre une batch de 6%, c'est quand même quelque énorme chose. Et quand on pense au travail que les députés libéraux ont dû faire pour commencer doucement à grimper dans les sondages, c'est pas dans des bouts de 6%, là, c'est un demi-point, 1 point, 2 points, c'est un processus qui a pris du temps pour les députés du Parti libéral du Québec à accomplir puis à monter les sondages. Et moi, je te dis, je parlais à un député. Il m'a dit que, regarde, on est tellement frustrés, là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun bon sens. La frustration, je l'ai sentie parce que, pas à cause de la crise, là, tu comprends? Oui, la crise, elle affecte évidemment les députés, elle affecte les membres du parti, on le voit dans les intentions de vote partout au Québec, mais du point de vue du député qui a travaillé tellement fort pour arriver à ce point-là et de voir qu'à cause d'une connerie, parce que c'est ça, dans le fond, là, c'est une connerie. Tout a été gâché. Mais j'ai ressenti l'exaspération. C'était comme là. Ouais. Ben, on a vu cette semaine, c'était quand mardi, je crois, c'était Enrico Ciccone qui est sorti. Il était dépité. Mais écoute, je suis d'accord avec toi, mais il reste que la drop, elle est là. Puis la drop est méchante. Une drop, et ça, c'est quand même incroyable. Une drop qui fait qu'il y a comme du mouvement qui part du PLQ vers le PQ. Tu sais, c'est quand même incroyable. Ouais. Bon, tu l'as dit, la CAQ, la CAQ, on dirait qu'il y a... En fait, il y a une chose que les sondages là, des dernières semaines, derniers mois, la dernière année peut-être même, ont démontré, c'est que je pense que l'électorat québécois est un peu fatigué de M. Legault. Là. Je crois que la seule chose qui pourrait faire monter la CAQ, à mon avis, mais je pense pas que ce soit juste mon avis, en tout cas, c'est l'avis de plusieurs personnes qui regardent toutes les quelques semaines les sondages qui sortent. Mais comment ça se fait que c'est pas la CAQ qui a profité de la débâcle du PLQ? C'est pas, en tout cas, c'est pas naturel. J'allais dire c'est pas normal. En politique, il n'y a rien de normal ou d'anormal, mais c'est pas nécessairement un move naturel. Et puis, Pablo Rodriguez tombe aussi dans le meilleur premier ministre. La souveraineté prend 5 points. Tu sais, c'est quand même un sondage assez mauvais. Et écoute, je pense qu'on peut
on peut avancer un petit peu dans la semaine parce que le sondage, bon, il est là. Ça nous a donné une image. Je pense pas que ça surprenne personne. Là. Oui, la crise au parti, un ça impact. affecte. C'est ça. Alors, puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est hier. Hier, on apprend que M. Rodriguez a sorti Mme Lakoyan, Sona Lakoyan, du caucus libéral. Ça, c'est la députée de Chamédé. Puis on rappelle aux gens, quand cette crise-là venait de commencer, les noms de Sona Lakoyan puis une autre députée ont sorti. Les deux ont démenti. Ils ont démenti. Elle a poursuivi le journal. C'est toute une histoire. Non. Elle avait envoyé une mise en demeure à Cogeco. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le Parti libéral du Québec qui a fait mis en le demeure journal. le journal. Donc, toute cette histoire-là, une question de son intégrité, puis etc. Puis là, finalement, mais c'est pas juste ça, Salim, c'est que ces décisions-là, évidemment, tu n'as pas le choix. Quand c'est la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale qui dit on fait une enquête sur un député, t'as comme pas le choix. Ouais. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, les gens sont confus parce que combien d'enquêtes sont en train d'arriver? Là? On a l'UPAC, on a... Non, mais attends. L'UPAC, on ne sait pas si c'est une enquête. L'UPAC est allé rencontrer Marois Risky pour avoir de l'information sur ce qu'elle saurait. Mm-hmm. Et je dis pas ce qu'elle sait, mais ce qu'elle saurait. Ouais, exact. Puis j'imagine que l'UPAC a fait pareil auprès de 2-3 autres personnes. Et à partir des informations qu'ils vont récolter, vont décider de faire enquête, oui ou non. Mais dans le nom de l'UPAC est sorti. Ça, dans toute cette histoire-là, il y a l'UPAC qui... Normalement, on n'aurait jamais dû le savoir en passant. Je vais juste te dire une affaire, là. L'UPAC? Oui. Parce que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, je sais. Mais tu sais, comme par hasard, il y avait un photographe du Journal de Montréal. De deux choses l'une. Stationné devant la maison de Marois Risky. C'est soit Madame Risky ou l'UPAC. Et puis, je crois que l'UPAC a elle-même vécu des moments... moins drôle avec les médias, fait que je serais surpris que ce soit eux. Donc il y a l'UPAC dans l'entourage, il y a l'enquête interne qui se fait au Parti libéral du Québec, il y a l'enquête qui est en train de se faire du directeur général des élections, puis là, il y a une autre enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec. Écoute. Oui, mais alors, je vais juste te dire un truc. Moi, ça, à la limite, il y a quelque chose qui me rassure là-dedans, c'est que c'est pas la même entité qui fait toutes les enquêtes parce que ça n'aurait pas de sens. Tu sais, le directeur général des élections, lui, il agit sur la loi électorale. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu une entorse à la loi électorale? Puis c'est ça qu'il doit enquêter et c'est ça sur ça qu'il doit dire si il y a eu entorse, oui ou non, et agir en conséquence. Donc agir en conséquence, c'est-à-dire donner un constat d'infraction, au minimum, et ça peut aller jusqu'à transmettre au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le dossier si jamais il y avait quelque chose de plus sérieux là, Donc ça, c'est ce que fait le directeur général des élections. La commissaire à l'éthique et à la déontologie ou je sais pas trop quoi de l'Assemblée nationale. Mais ça c'est quand même sérieux aussi. Oui, mais ils sont tous sérieux. Moi j'ai pas. Non, mais moi Mais c'est-à-dire que le directeur général des élections, on est sorti déjà dire que la pratique de donner des brownies, regarde, c'est pas une affaire du DGE. Lui, il va regarder, on va essayer de voir comment les dons ont été faits, des pratiques, etc. Est-ce que les lois ont été suivies? Bref, ils vont faire ce travail-là. Mais non, mais attends. Tu sais, je veux dire, d'abord, tout ce beau monde qui fait enquête ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ferait enquête potentiellement, je veux dire, c'est des organes sérieux et tout. Et puis s'ils font enquête, c'est qu'ils ont des raisons de croire qu'il faut faire enquête. Donc, quand on parle du directeur général des élections, d'abord l'histoire de Brownie, etc. Là, attention, il faut faire très attention. Quand on dit c'est permis. Wow, entre c'est permis et tu arrives à le faire et c'est possible de le faire. Si tu arrives à le faire, si tu arrives à donner un brownie ce qui serait, pas ce qui serait, mais ce qui est pas, ce qui est permis par la loi,
tu vas quand même briser la loi par le fait que l'argent, il vient pas d'une collecte normale. Fait que dans tous les cas de figure... Si c'est pas un, c'est l'autre. Ben, c'est ça. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, de toutes les façons... maintenant, il y a un projet de loi qui a été déposé, je pense aujourd'hui d'ailleurs, pour colmater cette brèche-là. Bon, c'est de la politique parce qu'en réalité... Mais oui, 100%. Qu'est-ce qu'ils font là, à déposer un projet de loi là-dessus? Il y a déjà assez de règles là-dessus. Là. Ben, ils veulent enterrer le PLQ, mais le PLQ a envie d'un autre côté de dire, regardez, la preuve, c'est que nous, on l'a demandé au gouvernement, donc ça veut vraiment dire qu'on n'y est pour rien. Donc c'est vraiment de la politique politicienne, là, etc. Mais l'affaire sur la commissaire à l'éthique, Salim, ça revient à ce qu'on avait discuté au premier... je sais pas, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, sur la question des événements politiques que Pablo Rodriguez faisait potentiellement avec des fonds de l'Assemblée nationale. Donc, la commissaire à l'éthique... c'est pas là-dessus, excuse-moi. Non, la commissaire à l'éthique, c'était les ressources mises à la disposition des députés là, de l'Assemblée nationale du Québec qui sont utilisées à des fins partisanes. Donc, comment ou quand ou où... Oui, mais alors attends, justement, alors c'est très important de démêler. Et on parle ici d'un potentiel lien à la course à la chefferie de Pablo aussi. Bon, alors, justement, je veux un peu démêler ça. Parce que là, attention, là, tout est... C'est super compliqué parce que c'est plusieurs dossiers qui sont entremêlés et qui ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. Quand il y a 2 semaines, on avait parlé de commissaire à l'éthique, c'était parce qu'on était en train de spéculer sur qu'est-ce qu'aurait été la faute grave pour laquelle Mme Risky aurait congédié Mme Hins. Mm-hmm. Puis nous étions dans la spéculation où on disait, il y avait peut-être aussi des différends sur... comment est-ce que ça se passe lorsque, admettons, M. Rodriguez, qui n'est pas un élu de l'Assemblée nationale, admettons, fait une tournée, s'en va en Abitibi, est-ce que s'il y a un staffer qui s'en va là, est-ce que c'est légitime ou non? Est-ce que, tu sais, puis là, comme je l'avais bien expliqué dans l'épisode, là, tu sais, il y a une partie qui est remboursée parce que c'est du travail de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a d'autres députés qui s'en vont là, Monsieur Rodriguez va jamais tout seul là. Mais il y avait aussi des parties qui étaient retranchées ou qui n'étaient pas remboursées parce qu'on considérait que c'était un pourcentage de travail partisan pour lequel l'Assemblée nationale ne devait pas... Puis c'est bien fait. Puis d'ailleurs, je pense que ça, si ça n'a pas déjà été clarifié, c'est clarifié même avec le nouveau chef parlementaire, André Fortin. Puis donc ça, il y en a même pas. Et puis en passant ça, George, c'est tellement facile de faire des vérifications là-dessus. Puis je pense pas que ce soit un enjeu. Là maintenant, attention. La raison pour laquelle, en tout cas la raison invoquée, la raison pour laquelle Madame Lacoyan a été exclue du caucus le temps de l'enquête de la commissaire à l'éthique, c'est pour... En tout cas, ce que j'ai compris dans les articles de journaux, là, évidemment, Mais c'est cité dans le journal de Tommy Chouinard, l'utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chamédie à des fins partisanes à l'occasion de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Alors voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est l'utilisation des ressources probablement humaines et matérielles de l'Assemblée nationale. Peut-être par erreur, on a envoyé un petit courriel de l'adresse à SNAD, mais c'est arrivé à Pascal Bérubé. Tu sais, Pascal Bérubé qui, ça fait, écoute, depuis 2007 qu'il est élu. Là, tu sais, je veux dire, bon, maintenant, je veux pas minimiser, là, tu sais, une différence entre envoyer un courriel par erreur, surtout que parfois, quand tu l'envoies de ton iPhone, là, il faut que tu sélectionnes laquelle de tes adresses courriel. Il suffit que tu fasses pas, c'est une erreur, là, tu sais, versus des choses plus, entre guillemets, plus graves, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire mais attention, là, je veux ni présumer de l'erreur, parce que je ne sais pas si c'est une erreur, ni de la culpabilité, parce que je ne pense pas non plus qu'il y ait une culpabilité, genre, OK, you know what, on va utiliser les ressources interdites pour faire... Je le crois pas non plus. Tu sais, parfois, ça peut être juste des brouillons. Tu sais, il y a des députés qui sont brouillons. Parfois, il y a du staff qui est brouillon. Parfois, il y a l'alchimie qu'il y a entre un député et son staff donne des résultats brouillons. Ça peut arriver. Et dans le brouillon,
tu peux te retrouver dans le trouble. Il y a des sportifs qui, à cause d'être brouillons entre eux et leur staff, se sont retrouvés à prendre des compléments alimentaires dans lesquels il y avait des substances illicites qui a fait en sorte que dans un contrôle antidopage, ont été reconnus coupables et ont été suspendus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, et sais-tu quoi? Ça arrive. Alors, il y a des sportifs qui se dopent. C'est illégal. Ils doivent pas faire ça. Et pour ça, ils doivent être condamnés. Puis il y en a d'autres qui, malheureusement, dans leur gestion brouillonne de leur vie professionnelle, sont victimes d'eux-mêmes. Et c'est pas impossible que ce soit le cas ici. Je le sais pas. Alors, est-ce que c'est le cas? Je le sais pas. Est-ce qu'il est coupable, pas coupable? Le sait, le savait pas? Bonne foi, pas de bonne foi? Il va y avoir une enquête, puis l'enquête le déterminera. C'est pas à moi de le faire. Mais je veux juste, parce qu'on saute tellement aux conclusions dans les médias traditionnels parfois, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que dans les médias traditionnels, il n'y a pas juste du journalisme. Je fais du commentaire aussi. Donc, je le sais que parfois, il peut y avoir certaines imprécisions qui circulent et qui restent dans la tête des gens. Mais là-dedans, je pense que c'est important de le dire. Dans le cadre de d'une chefferie quelconque, quand tu as un député qui a décidé de soutenir un candidat ou une candidature, OK? C'est sûr que le ou la députée et son staff, parce qu'au-delà de leur travail de député et de staff de député, ben oui, ils sont impliqués dans les affaires partisanes. Ils sont aussi impliqués dans les affaires partisanes. Si, par exemple, et là je fais de la fiction, je le sais pas, j'ai aucune idée, mais si, admettons, il y a une rencontre de la course à la chefferie de M. Pablo Rodriguez qui s'est faite dans le bureau de Mme Lacoyan. Admettons, je dis pas que c'est arrivé, c'est important. Selon les règles, c'est pas permis. Ouais. Parce que les ressources, si c'est les ressources humaines ou matérielles, le local qui est payé par les contribuables québécois. Qui est payé par l'Assemblée nationale et donc par les contribuables, ne devrait pas servir à ça. Par contre, il faut juste aussi qu'on soit fair et clair là-dessus. Et ce n'est pas permis, c'est pas bon, mais on va se le dire. Il n'y a pas un Québécois qui a payé $1 à cette course-là, parce que de toutes les manières, le loyer est payé. Que ce soit interdit et qu'il ne faille pas le faire, je suis 100% derrière ça. Mais il faut juste pas que quand on dit « a mis à disposition des ressources », il faut pas croire que les ressources, c'est de l'argent. Ouais. Il faut pas croire que les Québécois ou le contribuable québécois a payé pour la course de monsieur Rodriguez. Non. Mais il y aurait juste pas dû être là. Puis c'est même pas lui qui était là. Je veux dire, ça se peut que ce soit juste Mme Lacoyan puis une gang. Là. Puis encore une fois, je sais même pas si c'est vrai, je sais même pas si ça s'est passé. Je suis en train de faire de la fiction de choses plausibles qui arrivent. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle de politique, on a tellement l'impression que c'est de la magouille, c'est mafieux, il y a de l'argent, on met ça sous la table, etc. On a l'impression... Non, la politique, sachez, mesdames et messieurs qui nous écoutent, la politique, à la base, c'est quelque chose qui se veut extrêmement vertueuse, extrêmement important pour la démocratie. Puis le jour où il n'y aura plus personne pour faire de la politique... on va être pire que certains pays du tiers-monde. Puis, bon, maintenant, tu vas me dire, est-ce qu'il y a des croches qui parfois font de la politique ou essayent de se rapprocher de la politique? 100%. Puis, c'est eux qu'il faut combattre. Mais parfois, il y a des choses aussi qu'il faut comprendre. Si on sème dans la tête des gens que ça se peut que, oh non, écoute, c'est pas possible, nous, on paye les contribuables, etc. Puis, non, la réalité, c'est que si c'était une rencontre qui a été faite là-dedans, c'est pas grave. Mais c'est interdit. Et à partir du moment où c'est interdit, tu ne le fais pas. C'est juste ça. Alors, ça se peut que ce soit ça. Mais quand ça tombe, puis George, tantôt, je parlais du supplice de la goutte. Quand pour M. Rodriguez, depuis 2 semaines, là, ou je sais pas trop, à chaque fois, il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête.
À chaque fois, il doit réagir. À chaque fois. Tu sais, puis là, il était comme, OK, mais là, si personne ne veut croire que il y a rien de croche qui s'est passé avec ma course à la chefferie, puis qu'on n'a aucune tolérance à quelque chose de croche, le plus qu'on peut se rapprocher d'une, tu l'as dit tantôt, perception négative, le plus tu as envie d'agir. Moi, je vais te le dire, moi, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu toute cette histoire, le Marois Gate, puis tout ce qui a découlé de ça par la suite, puis que la seule information avait été la commissaire à l'éthique enquête sur l'utilisation de ressources humaines et matérielles de la députée de Chomedy, ça se peut qu'elle n'aurait même pas été exclue le temps de l'enquête. Au mieux, on l'aurait suspendu en lui disant « Regarde, on t'exclut pas, on fait juste te suspendre. » Au meilleur des cas, on aurait attendu de se dire « Regarde, on va voir le rapport. Là. On va pas la condamner avant de voir un rapport. Il va y avoir un rapport où, shoot, dans le rapport, il y a un blâme, t'es dehors. Dans le rapport, ils disent « Bon, regarde, elle aurait jamais dû, admettons, encore une fois, je fais de la fiction, tenir cette rencontre dans son bureau. Elle l'a fait. On lui rappelle, c'est un rappel à l'ordre parce que c'est interdit. Mais en même temps, il n'y a pas un Québécois qui a dépensé $1 pour elle. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Monsieur elle aurait été gardée. il y a eu combien de prises? Oui, lui, il en a eu plus. 4. Oui, 4, je crois. Je crois qu'il y a eu 4 blâmes, lui. Je crois 3 ou 4, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Mais tout ça pour dire, là, il n'avait pas le choix de le faire. Ouais. Il n'avait pas le choix. Surtout qu'il était en train de dire devant les journalistes, etc. Regardez, là, s'il y a quoi que ce soit de pas bon, là, dehors. Mais là, c'est sûr que s'il y avait une enquête qui arrivait, il n'avait pas le choix de le faire. Puis ils ont pesé leurs mots. Ils ont dit exclu le temps de l'enquête. En gros, ça veut dire si l'enquête à la fin, c'est regarde, il n'y en a pas eu de problème, elle va le réintégrer. Par contre, et ça aussi c'est une possibilité, ce serait une possibilité malheureuse, mais c'est une possibilité pareille. Si à la fin de la journée, le rapport de la commissaire à l'éthique dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qui était quasiment ou carrément une forme d'avantage indu qui a été permis pour le Parti libéral du Québec ou pour la chefferie du Parti libéral du Québec et particulièrement la campagne de M. Rodriguez, ça se peut que là, M. Rodriguez, non seulement ait à prendre la décision définitive de la garder à l'extérieur, c'est une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Et là, dans son cas à lui, le problème risquerait d'être quasiment un peu plus gros parce que ça va vouloir dire sa campagne, est-ce qu'elle a vraiment bénéficié de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû bénéficier? C'est parce que là, on n'est pas au bas de l'organisation, là, les petits imbéciles dont on parlait tantôt. On parle d'une députée qui a été une partie prenante de sa campagne. Là, tu comprends? Qu'elle a pris part dans son organisation, qu'elle a mobilisé des gens, des ressources, de l'argent, etc. Là, c'est différent. C'est dans son entourage immédiat, là, tu comprends? Donc, évidemment, ça va être mauvais. La question, par contre, maintenant, c'est que dans l'esprit encore des gens, là, dans la perception des gens, et surtout les militants, parce que moi, je veux revenir un peu aux militants libéraux, puis on avait eu cette discussion-là tout de suite après la course au leadership. Pablo Rodriguez, il n'a pas gagné sa course au leadership par des dizaines de points de différence. Là, c'est pas comme s'il a gagné avec 80% ou 70% ou whatever. Il a gagné sa course au leadership avec 52%. Dans le cas où il y aurait eu de la magouille dans sa campagne au leadership, moi, je trouve que c'est quand même légitime des membres du Parti libéral du Québec de se poser la question à quel point est-ce que ton leadership au sein du Parti libéral du Québec est légitime. Voilà, mais alors, ça c'est extrêmement important ce que tu dis. Parce qu'à la fois, ce qu'on pourrait lui reprocher est très minime au point où ça pouvait avoir zéro impact. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, là. C'est que parfois, ce genre, entre guillemets, de soutien peuvent avoir zéro impact. Ouais. Ça se peut bien. Parce que
il y a une différence entre, tu sais, je veux dire, si en fait admettons, encore une fois, je reprends mon exemple. C'est genre, on a trouvé 3 personnes qui ont été payées 300$, là, tu sais, des brownies, tu sais, les 3 de... Ouais, bon, d'abord, si c'est... Évidemment, c'est immoral, mais je veux dire... C'est illégal, on punit les 3 personnes, whatever, mais les 3 personnes, tu sais, franchement, c'est pas eux qui vont faire la différence. Non, mais oui, ou alors une rencontre a été tenue dans la salle de conférence de la bureau, de la députée du... Tu sais, je veux dire, ça n'a pas eu un impact. Exact. Évidemment, ça pourrait être... Il y a peut-être des révélations qu'on saura ou que ça aurait été quelque chose d'énorme, honnêtement, même pour un comté, celui de Chomedy, puisque visiblement c'est de celui-là dont on parle. Pas sûr que, quand bien même t'offrirais les points de Chomedy, je suis même pas sûr que ça change quelque chose. Mais qu'importe. Ce qui est important de dire là-dedans, c'est que en politique, c'est toujours la théorie qui est remise en question. C'est jamais ce que ça a donné au fond. Parce que peut-être que ça a eu zéro impact, peut-être que c'était pas un problème, peut-être que c'était... Tu sais, peut-être que toutes les équipes l'ont fait, mais il y en a une qui, tu vois, va être pognée, puis ta légitimité va être remise en question par le fait que c'était pas permis puis que ça a été fait. Mais pas par le fait que ce qui a été fait a eu zéro impact. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est... Tu sais, moi, je me souviens, mon premier cours de sciences politiques là, à l'université, là, c'était sur la question de la légitimité. Puis la légitimité en politique, c'est un concept qui est à la fois très important et très flou. Tu sais, il y a des dictateurs qui sont très légitimes, puis il y a des gens qui se sont fait élire qui ont t'as l'impression qu'ils sont pas très légitimes. Tu sais, fait que ça c'est une longue histoire. Là, on fera pas. Mais un dernier truc avant qu'on passe au fédéral, parce que j'aimerais quand même qu'on parle fédéral avant de finir. Il y a des rumeurs d'une pétition qui est en train de circuler. Oui, c'est ça. J'allais justement te poser cette question-là. Si Pablo peut survivre cette crise-là, surtout avec cette pétition-là qui circule. Et encore là, attends, juste, je vais te permettre de compléter. On ne sait pas c'est qui a circulé ça. Puis encore une fois, on parle de légitimité. C'est-tu un groupe assez grand qui représente plein de membres au parti ou c'est des petits... n'importe qui, là, tu sais, un petit groupe de 2-3 personnes qui ont fait circuler ça? T'sais? Écoute, ta question, elle est super compliquée. Tu sais, tu me demandes est-ce que Pablo Rodriguez va survivre à ça. Tu sais, moi, j'ai tout croisé. J'ai croisé du monde qui me dit écoute, c'est impossible qu'il passe Noël. Puis il y a d'autres personnes qui te disent écoute, c'est impossible qu'il ne se rende pas à l'élection. Fait que, tu sais, bon, maintenant, on va se le dire. Et Pablo Rodriguez, là, il en est sans doute conscient. Là. Tu sais, on s'en est pas parlé, mais je suis convaincu qu'il est conscient du fait que c'est une situation pénible, difficile, compliquée pour son leadership et pour le parti d'une manière générale. Et je vais aller même plus loin, même pour la démocratie québécoise, parce que je pense qu'une démocratie, elle est dans de bonnes positions lorsque tu offres assez de choix à la population. Tu sais, je veux dire, passer de la CAQ au PQ, c'est pas une grande alternative, c'est pas un grand changement. Tu passes de nationalistes à des ultranationalistes et tu passes à... c'est ça. Et la différence, c'est la souveraineté et le degré d'intensité sur les politiques identitaires. Fait que, donc, en réalité, une alternative aurait plutôt été, en théorie, je dis bien en théorie, en pratique, on voit bien que c'est un lambeau, mais en théorie, une alternative à la CAQ, ça aurait été un Parti libéral du Québec nationaliste au sens civique du terme, au sens économique du terme, au sens patriotique du terme et pas au sens identitaire du terme. Et don't get me wrong, l'identité est importante. L'identité fait déjà partie du nationalisme. Fait que quand tu dis nationaliste identitaire, c'est t'as beurré épais pas à peu près. Mais nationaliste est déjà... Quand t'es nationaliste, t'as déjà... Tu portes déjà une importance à l'identité. Donc quand t'es nationaliste, un libéral nationaliste,
porte déjà cette importance-là. T'as juste pas besoin de dire moi je gouverne juste pour la majorité et je m'en fous des minorités parce que essentiellement c'est ça qu'on voit, qu'on vit et qui va être encore pire sous le PQ. Mais là, si on revient à la pétition, parce que c'est une pétition qui demande aux militants de s'exprimer sur... On le sait pas et personne l'a vu. Personne l'a vu, cette... Mais c'est une pétition que, d'après ce que j'ai lu, il paraît qu'il réclame la démission de Pablo Rodriguez. Moi, je suis membre du Parti libéral du Québec. J'ai pas reçu un courriel. J'imagine que toi non plus. Et c'est pour ça que je me demande, c'est qui envoie ça? C'est-tu un faux compte avec PLQ, je sais pas trop quoi? Je ne le sais pas. Et la majorité des députés, ils savent rien non plus. Non, non seulement la majorité, j'ai envie de dire tous les députés, mais non seulement ils savent rien, mais ils sont tous derrière Pablo Rodriguez. Et le fait qu'ils soient tous derrière Pablo Rodriguez, ça en dit long. Est-ce que c'est tous pour l'instant? Moi, je pense qu'ils sont tous... Regarde, est-ce qu'il peut y avoir dans un caucus de, je sais pas combien ils sont aujourd'hui, là, 18, 20, j'en sais rien, là, est-ce qu'il pourrait y en avoir certains qui l'aiment beaucoup, puis d'autres qui l'aiment très peu? C'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent absolument le voir rester et d'autres qui... Bon, disons qu'ils auraient voulu peut-être que ce soit un autre qui gagne. C'est très possible. Mais je veux dire qu'à ce point-ci, Salim, c'est trop tard. Tu comprends? À ce point-ci, tu l'acceptes et tu dis, garde, faut qu'on se concentre à l'élection. C'est fini. Mais surtout que c'est brouillon, pas à peu près, cette affaire-là. Là, à un moment donné, regardez, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des gens dans un parti politique, soit-il le Parti libéral du Québec, qui disent, on n'est pas content de notre chef, on n'est pas d'accord avec notre chef, on veut signer une pétition. Mais d'abord, une pétition, par définition, tu veux qu'elle circule. Là, il la circule pas partout. Ils choisissent visiblement où ils la font circuler. Ils disent pas qui ils sont, ni pourquoi, etc. Donc, même celui qui serait favorable au départ de Pablo Rodriguez, il se dit, mais là, je vais-tu signer la pétition de quelqu'un que je sais pas c'est qui? Tu sais, c'est quand même un peu particulier. Tu sais, Puis, sais-tu quoi? Moi, j'imagine que c'est des gens qui aiment pas beaucoup Pablo Rodriguez, qui doivent sans doute se dire Pablo Rodriguez, c'est le PLC, puis le PLC, c'est pas le PLQ, puis là... Mais moi, OK, pas de problème. Pas de problème. Mais là, eux autres, ils sont en train de se comporter comme les mutants du PLC l'année dernière. Tu te souviens-tu des mutants du PLC l'année passée? On sait pas qui ils sont. Mais ils avaient signé des pétitions, puis je sais pas, ils étaient une vingtaine, supposément, etc. Mais là, come on, tu sais, je veux dire, juste sortez, tu sais, je veux dire, à quoi ça sert d'être anonyme comme ça, là, c'est pas sérieux, tu sais. C'est pas sérieux, on a l'impression qu'ils veulent plus faire de mal à Pablo Rodriguez qu'ils ne pensent véritablement au PLQ. Puis, encore une fois, moi, je les juge pas sur le fait qu'ils aiment pas Pablo Rodriguez. Je les juge sur le fait que, à partir du moment où tu décides que la bonne voie à prendre, c'est cette pétition-là, écoute, rends-la publique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article de Tommy Chouinard, là, qui parle de cette pétition-là, qu'il dit, et là, je cite, là, ce groupe a mis sur la glace ses démarches pour forcer la tenue de cet événement. OK, non, ça, c'était voyons, là... c'est un groupe qui voulait un vote de confiance. Bon, c'est pas ça. Mais là, c'est écrit ici, et là, Tommy Chouinard cite une source qui a préféré rester anonyme. Au rythme où ça va, tout ça ne servirait à rien de toute façon. Le chef va devoir démissionner tôt ou tard, selon son porte-parole qui a requis l'anonymat, le porte-parole de ce groupe-là, apparemment. Cette source, après de 20 ans de service au parti, a occupé différents postes dans les instances importantes. Bon, écoute, mais écoute, encore une fois, moi, qu'il y ait un groupe qui souhaite son départ, sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Alors, je pense qu'on est on est en démocratie d'une manière générale, puis on s'attend à ce qu'il y ait une démocratie à l'intérieur du Parti libéral du Québec. Il y a une constitution à l'intérieur de ce parti-là qui prévoit certaines situations, notamment de faire pour 500, si tu arrives à avoir 500 signatures, je crois, tu peux forcer un conseil général ou même un congrès des membres parce que tu peux demander un vote de confiance. Bref, je n'ai pas tous les articles en tête, là, ça fait un petit bout que j'ai pas vu ça. Je pense pas que c'est intéressant
temps nécessairement dans ma vie, là, le matin, de me lever pour aller lire ce genre de choses. Mais bon, de ce que je comprends, mais moi, j'ai pas de problème que les personnes utilisent ce qu'elles jugent et pensent être bon. Mais juste une affaire, si vous aimez pas Pablo Rodriguez, vous aimez au moins votre parti. Tu sais, juste assurez-vous que lorsque vous amochez Pablo Rodriguez, que vous amochez pas le parti avec. Ouais. Donc, de un. Puis de deux, écoute, la manière dont tu me décris cette personne-là, c'est sans doute quelqu'un que je connais. Moi aussi, d'ailleurs. Honnêtement, je sais pas c'est qui. Ouais. Mais là, parce que de toute façon, il est anonyme, mais je vois pas qui ça pourrait être. Mais si c'est quelqu'un impliqué depuis plus de 20 ans au Parti libéral du Québec, il y a de bonnes chances que je l'ai croisé. Exact. Je connais pas nécessairement tout le monde, mais en tout cas, la probabilité que je connaisse cette personne est quand même assez élevée. Puis probablement que cette personne, j'ai de super belles relations cordiales, voire amicales ou autres avec. Alors, la beauté de la chose, c'est que j'ai aucune idée de c'est qui. Ben, honnêtement, je dis juste à cette personne, soyez sérieux, puis juste sortez publiquement, puis c'est correct. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Vous avez peur de quoi, dans le fond? De représailles? Mais non, c'est votre opinion. Assumez votre opinion, mais j'ai aucun problème avec ça. Moi, je jugerai pas quelqu'un qui souhaite le faire. T'sais. Alors, maintenant, tu peux me poser la question. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Admettons, là. Est-ce que... Ben, moi, je pense jamais que c'est une bonne idée, sauf lorsque un chef est entêté et coupable d'entêtement. Mais moi, c'est pas le sentiment que me dégage Pablo Rodriguez. Ouais. Ensuite, je vais être très honnête avec toi. J'ai même écrit quelque chose sur les médias sociaux là-dessus. Mais, tu sais, j'ai envie de dire, la gestion de crise, elle aurait dû être mieux gérée. Beaucoup mieux. Honnêtement, c'est très moyen. Puis, je suis même pas sûr que M. Rodriguez soit bien entouré. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire, rendu là, regarde, moi, je suis un gérant d'estrade, puis j'ai le sentiment que c'est pas bien géré. Imagine d'autres là qui sont impliqués là-dedans, etc. Ouais. Je m'excuse, là. Enfin bref, je pense qu'on est mieux de passer au fédéral. Oui, passons au fédéral, mais de toute façon, ça va nous ramener au provincial en plus, là. C'est vrai. Parlant de gens exclus de leur caucus au fédéral, on a eu... mais honnêtement, c'était même pas une surprise. Là. Stephen Guilbeault, d'ailleurs, qu'on a déjà reçu sur le balado, puis on a eu une excellente discussion avec, en passant. Un très bon épisode que j'invite les gens à aller écouter. Oui, excellent. Puis, lui a décidé de se retirer comme ministre je pense, c'est la culture et les langues officielles. Je pense qu'il était même aussi lieutenant du Québec. La culture et de l'identité canadienne. C'est ça. Puis ça venait juste après que M. Carney ait signé une... mais c'est pas une entente, mais un memorandum of... comment on appelle ça en français? Un MOU. Ouais, c'est Memorandum of Understanding, mais en français, c'est une entente de principe ou un truc du genre, là? Pour favoriser plein d'affaires que l'Alberta demandait. Favoriser, dans le fond... Mais on parle d'un gazoduc aussi. D'un oléoduc, d'un pipeline qui irait vers la Colombie-Britannique, sachant qu'il y en a déjà un que le gouvernement fédéral avait payé. Ouais, justement, c'est ça que M. Guilbeault disait. C'est très intéressant. Ceux qui veulent véritablement comprendre pourquoi M. Guilbeault a démissionné devraient aller écouter le podcast, là, l'épisode qu'on a fait avec lui il y a 6-7 mois de ça. Il explique très très bien sa vision sur les oléoducs, les pipelines, les gazoducs, etc. Je vais juste te dire une affaire. Moi, j'ai souvent dit que j'étais orphelin au fédéral, ce qui est le cas. Mais je t'avoue que moi, le positionnement de M. Carney et le positionnement que j'avais toujours un peu recherché au fédéral et que je ne voyais jamais. Donc, il a eu l'intelligence de revenir vers le centre droit, surtout au niveau économique,
Et le fait qu'il soit très économique, moi, j'aime beaucoup ça. Et le fait qu'il soit pas dogmatique sur les questions sociales, j'aime aussi beaucoup ça. Donc ça, c'est un positionnement qui m'intéresse. Tout ça pour dire que techniquement, enfin, c'est pas techniquement, mais habituellement, en politique, les gens nous ont habitués que quand ils sont pour quelqu'un, ils sont contre une autre personne. Alors non, George, moi je suis pas contre M. Guilbeault parce qu'il a décidé de quitter le cabinet de M. Carney. Moi, je lui tire mon chapeau. Oui, parce qu'à chaque fois que... Et ça, c'est difficile parce que nous, on a travaillé en politique puis on l'a déjà vécu, Salim. C'est tellement difficile quand tu es nommé ministre, puis tu as une responsabilité, puis il y a toute l'image qui vient avec ça, les responsabilités. Tu sais, tu es un membre du conseil de ministres. Par conviction, de trouver le courage de dire « Je suis contre les décisions de mon propre gouvernement. Nothing personal, mais écoutez, ici, je dois arrêter et je dois me retirer. » On l'a dit pour Lionel Carman et c'est tout en leur honneur parce que c'est tellement rare de voir ça. Comme tu dis, il y a des gens qui rentrent dans le conseil des ministres et à cause de la ligne politique et du positionnement du gouvernement, ils pensent que, ben là, je dois défendre mon gouvernement, tandis qu'en réalité, tu n'es peut-être pas tout à fait d'accord avec ton propre gouvernement. Et de tracer cette ligne-là et de dire, bon, passer cette ligne-là, moi, je pourrais pas y aller. Stephen Guilbeault, ben, il est arrivé à ce point-là, puis c'est bien pour lui qu'il s'est retiré. Écoute, tu fais bien d'avoir mentionné Carman, parce que Lionel Carman, j'avais dit de lui que c'était l'une des sorties les plus comment dire... Oh, c'est classe. Oui, les plus classes que j'ai vues en politique, mais j'ai envie de te dire, sincèrement, c'est rien pour enlever à M. Carman, parce que je le pense vraiment. Je pense que M. Guilbeault, c'est encore plus. Parce que d'abord, M. Guilbeault, il est encore dans le caucus. Parce que M. Guilbeault, il dit, ben, tu sais, on est dans des situations qui sont un petit peu comme des poupées russes. Tu sais, il ne peut pas y avoir cette décision de M. Carney et du gouvernement, et que lui, il est assis autour et il n'est pas d'accord. Puis quand il est autour de la table, il va leur dire « je suis pas d'accord ». Parce que si tu n'es pas d'accord, ben, le gouvernement a décidé d'aller dans ce sens-là. Tu sais, le mieux, ce serait que tu te retires. Il aurait pu se retirer en déchirant sa chemise, en allant devant les médias, dire à quel point c'est des pas bons, etc. C'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de quitter le Conseil des ministres. Il n'a pas décidé de quitter la vie politique. Exact. Et il n'a pas non plus décidé de quitter le caucus libéral fédéral. Il a décidé d'y rester parce qu'il l'a dit lui-même, et franchement, je trouve ça génial. Il dit, ben, il y a des batailles que tu peux encore faire à l'intérieur du caucus. Sauf que celle-ci, moi, je ne peux plus la faire à l'intérieur du cabinet, de la table du Conseil des ministres, mais je peux le faire à l'intérieur du caucus. Il va se faire entendre. Il y a des gens qui vont être d'accord avec lui, d'autres moins, mais il va se faire entendre. Il aura un mot à dire. Il y a aussi autre chose qu'il dit. Il dit, oui, je pourrais être déçu de cette situation. Je ne pense pas qu'en quittant, il était nécessairement très heureux. Mais par contre, il a aussi dit une chose. Il dit, ben, d'un point de vue de l'environnement, ça va être pire si les conservateurs rentrent. C'est ce que j'ai pas de misère à croire, pour être honnête, parce qu'ils ont quand même à plusieurs reprises décidé de ne pas reconnaître. À ce jour, le Parti conservateur ne reconnaît pas les changements climatiques. Ouais. Donc, je pense que c'est un minimum quand tu as envie de faire quelque chose pour l'environnement. Bref. Alors, il dit ça. Moi, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire, rien de personnel. Je suis plus d'accord avec toi, monsieur le Premier ministre. Je sors. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal à M. Carney. Parce que autour de la table du caucus libéral, il y a des gens qui sont là depuis 2015, qui ont été biberonnés au trudeauisme, où on leur disait que tout ce qui était vert et environnemental, c'était ce qu'il y a de génial. Et tout ce qui était pipeline, etc., il ne fallait pas y penser. Mauvais, ouais. Donc, il va en avoir de la pression. Donc, ce n'est pas un cadeau là, qu'il a fait à Mark Carney là, en restant. Je te dirais même qu'à la limite, c'est quasiment une petite pierre dans le soulier qui va rester. Là, mais moi, je trouve ça classe. Puis, sais-tu quoi? Je vais te dire une affaire. Même si je suis
favorable aujourd'hui. Ça peut changer parce que, encore une fois, je suis neutre et surtout orphelin, plus orphelin que neutre d'ailleurs, au niveau fédéral. Mais pour le moment, j'appuie encore M. Carney et ce qu'il fait et l'aliénation de l'Alberta, c'est quelque chose de terrible. Fait qu'il va falloir trouver un moyen d'aider l'Alberta et de soutenir l'Alberta aussi, de la même manière qu'il faut soutenir toutes les provinces, y compris le Québec, sur bien des projets intéressants et importants. Mais c'est pas parce que je suis encore favorable à M. Carney que je ne salue pas la manière, la force des convictions de Monsieur Guilbeault. De M. Guilbeault. Puis là, évidemment, il y a eu un petit remaniement. On est venu le remplacer. Par 2 personnes. Mais dans le fond, c'est Mark Miller, l'ancien ministre de l'immigration de Justin Trudeau, qui est venu remplacer M. Guilbeault au ministère de la Culture et des langues officielles. L'identité canadienne. Et comme lieutenant du Québec, je pense que c'est allé à Joël Lightbound de la région de Québec. Un très bon choix d'ailleurs, parce que Joël Lightbound, c'est un jeune député, mais qui a déjà 10 ans à la Chambre des communes, qui est ministre depuis le mois d'avril dernier, là, je crois, avril-mai dernier, depuis la victoire de M. Carney. Il est de la région de Québec et je crois qu'il a un bon flair politique. Et je crois qu'il va faire un beau travail comme lieutenant du Québec. Honnêtement, je le pense. Sincèrement, je pense qu'il va être bien. En plus, il est de la région de Québec. Donc, tu sais, l'Assemblée nationale, le bureau de M. Legault, c'est pas trop loin. Oui, exact. Fait que, mais revenons à Mark Miller, parce que c'est là où commence toute la polémique avec les propos de Mark Miller. C'est sûr que quand un ministre fédéral rentre dans ce poste-là, la première question que les médias vont lui poser, c'est sur la langue française. Oui. Et dans quel état elle est. Georges, lorsque tu deviens, dans le passé, on appelait ça ministre du patrimoine canadien. Aujourd'hui, c'est culture et identité canadienne. Tu es par la force des choses responsable des langues officielles. Et la première question qui est posée systématiquement, absolument systématiquement, c'est croyez-vous dans le déclin du français au Québec? Parce que, faut le rappeler, au niveau fédéral, essentiellement, les ministres qui sont responsables des langues officielles, ils veulent prendre soin des langues là où elles sont minoritaires. Donc, fondamentalement, du français hors du Québec, un peu partout hors du Québec. Exact. Et de l'anglais au Québec. Mais si tu protèges l'anglais au Québec, mais tu te mets au dos des francophones. Exact, mais surtout, c'est perçu comme un danger pour le français au Québec. Et l'autre affaire, c'est que ça, c'est le bout que les gens ne comprennent pas. Tu sais, on peut déchirer nos chemises, puis on peut ne pas être d'accord, etc. Mais le gouvernement fédéral, c'est comme ça qu'il pense. Il pense que en réalité, que la défense du français, c'est plus le rôle du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est plus son rôle. Mais au Québec, dans notre côté un petit peu à la fois autonomiste et pour certains même souverainiste, etc., on veut aller chercher aussi de l'argent pour le français ici au Québec. Bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire de comment ça fonctionne, ces affaires-là, mais tu comprends que on dirait qu'on parle d'un même sujet, mais sous 2 perspectives qui sont différentes. Alors, M. Miller, qui, je le rappelle, est un Québécois, qui, je le rappelle, parle 2 langues, même 2 langues comme étant ses langues principales, c'est-à-dire le français et l'anglais. Il parle même une 3e langue, parce que si j'ai bien compris, il parle suédois, parce que son épouse, je suppose, est suédoise.
Monsieur Miller a eu une question sur le déclin du français, a dit bon ben je suis tanné. Écoute, je veux pas mal le paraphraser, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais je suis tanné dans le fond qu'on aborde un peu ce sujet-là sous l'angle identitaire pour faire un peu de récupération politique, etc. Bon, ça a mal passé. C'est mal passé pour une raison très simple, c'est que il y a plusieurs indicateurs qui peuvent démontrer que le français va pas bien. Mais lui, il a aussi d'autres indicateurs. Puis il y a d'autres indicateurs où ils te disent, mais attends. Si on parle de la langue parlée à la maison et qu'on voit une baisse du pourcentage de ménages où on parle français à la maison, je pense que lui, il peut pas aller contre les chiffres. Là, lui, c'est une réalité. Ouais. Mais le fait que le français baisse à la maison ne veut pas dire que le français au Québec est en recul. Exact. C'est ça qu'il essaye, lui, de dire. C'est son argument à lui. Ouais. Okay? Je vais lire... Oh non, je viens de le perdre. Vas-y, attends. Excuse-moi, c'est moi qui te... Non. Ouais. Fait que là, lui, il te dit, mais c'est parce que aujourd'hui, il n'y a pas moins de personnes qui parlent français dans l'absolu, malgré le fait que ça baisse dans les maisons. Mais là, lui, il fait 1 + 1 = 2, ou 1 + 1 = 3, qu'importe comment on le voit. Il te dit, mais c'est parce que quand on parle de langue à la maison, c'est comme si on voulait un petit peu s'en prendre au fait que des immigrants parlent leur langue maternelle ou ancestrale à la maison. Et là, j'ai un bon exemple de notre ami Dimitri Soudas. Mais c'est justement dans son profil que je regardais parce que lui est allé, il parlait de la citation, puis la citation de Mark Miller dit ce qui suit. Je veux absolument que la langue commune au Québec soit le français. Ceci étant dit, c'est un enjeu très complexe. Quand on dit que le français est en déclin, parfois on oublie tout ce qui a été accompli avec la loi 101. D'accord, Canada-Québec qui a donné la mainmise au Québec sur l'immigration, surtout l'immigration francophone. Donc, il n'y a plus de complexité en l'enjeu. Bon, je continue. Je veux quand même le dépolitiser parce que je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires et je pense que comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire. Donc, lui, il n'a pas parlé du déclin du français. Il n'a pas dit que non. Tu sais, d'autres élus au fédéral qui sont déjà rentrés dans le débat pour dire « Oh non, c'est pas vrai, il y a des mythes là-dessus. » Puis, tu sais, on s'en souvient, là, on va pas dire de non. Il a juste parlé du fait que, justement, sur ce que tu disais, il y a plein de chiffres, dépendamment comment on fait l'analyse des chiffres. Puis, il faut dépolitiser ça et regarder au résultat de la loi 101. Moi, je suis un produit de la loi 101. Tu as référé à Dimitri Soudas, notre ami. Lui aussi, c'est un produit de la loi 101. Puis les gens qui suivent Dimitri, toute la semaine, il y a eu des arguments franchement excellents sur toute cette question-là. Et puis, on va se le dire, Dimitri, c'est pas pour sauver Mark Miller. Là, Dimitri, qui est un conservateur que tout le monde connaît comme conservateur, ancien directeur des communications de Stephen Harper, premier ministre conservateur, faut-il le rappeler. Puis là, on parle de Mark Miller, libéral, ami de Trudeau, proche de Trudeau, trudeauiste dans l'âme, etc. Donc, on peut se dire que Dimitri et Mark Miller n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais. Mais et c'est pas un complot de gens du fédéral ni quoi que ce soit. C'est parce qu'il faut faire, comme tu disais, il faut faire la différence entre le déclin de français
au Québec, qui est un fait, mais aussi le progrès dans certains cas. Le fait qu'il y a plus de personnes qui parlent le français au Québec, ben c'est un fait, on regarde les chiffres, mais le problème, M. Legault, là, puis là, on le ramène au provincial, il est sorti, écoute, j'ai jamais vu M. Legault de même, là, c'est une insulte, puis c'est des conneries, une honte, il est une honte, comment qu'il va faire pour se présenter dans un événement culturel au Québec, blablabla, puis il a dit la statistique qu'il y a moins de 40 ou près de 40% de personnes qui parlent français à la maison. Écoute, c'est pas parce que, tu rentres chez nous, là, chez nous ici, ma femme parle espagnol, moi je parle le grec aux enfants, mais ils parlent aussi le français puis l'anglais, tu comprends? Il y a comme 4 langues là, dans ma maison. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de francophones dans notre maison? Ben non. Ben non. Puis, tu vois, c'est intéressant aussi parce que, tu vois, je pense que M. Legault, quand il a fait cette sortie-là, son objectif à lui, c'était un peu de dire à tout le monde là, qui l'écoute, OK, vous pouvez aller tomber sur Mark Miller. Là, en gros, là, il était en train de dire au peuple du Québec, lui, là, c'est un dangereux. Il faut le descendre. Là, moi, honnêtement, c'est comme ça que je l'ai interprété parce que c'était quand même assez violent et peu élégant de la part d'un premier ministre. Rare d'utiliser des mots de ce type-là. Moi, j'étais un peu... Honnêtement, j'étais malaisé quand j'ai entendu ça. Là, bref. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Le français va toujours être fragile au Québec. Ça, c'est sûr. C'est normal. Il l'a été pendant 400 et quelques années. Il le sera encore pour les 400 et quelques prochaines années. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 400 ans, il n'aura pas reculé. On sera encore là, comme francophone et tout. C'est juste que M. Miller, il dit, on l'utilise pour des questions identitaires. Ben oui, en fait, parce que la langue est la caractéristique principale de l'identité québécoise. Mais... c'est surtout la récupération politique sur laquelle il aurait dû mettre l'accent, parce qu'effectivement, quand on parle comme ça donne un peu l'impression que le recul du français, c'est à cause des anglophones et des allophones. Et qui dit allophone dit souvent immigrant. Puis là, à un moment donné, quand tu vois le pourcentage d'anglophones du Québec qui parlent le français, là, c'est au-dessus de 95%. En tout cas, j'ai pas de chiffres récents, là, mais je me souviens, là, il y a quelques années, là. Puis j'ai du mal à croire que des anglophones qui ont mis tellement de temps à avoir tout le monde qui parle français, à avoir moins de monde qui parle français, j'y crois pas, mais anyway. Et puis, bien sûr, sur les immigrants. Puis là, les immigrants, c'est la crise du logement. C'est l'inflation. C'est les urgences, c'est à cause des immigrants. L'éducation, si on n'a pas assez d'écoles, c'est l'immigration aussi. Quand le Canadien de Montréal perd, c'est les immigrants. S'il n'a pas neigé à Noël, c'est sûr que c'est les immigrants aussi. Fait que, à un moment donné, puis là, bien sûr, le français, c'est les immigrants aussi. Moi, j'aime pas non plus, effectivement, cette espèce de récupération-là qu'on fait. Moi, je suis un immigrant, puis je peux te garantir que je suis un plus pour la langue française, probablement plus que bien du monde né ici. Ouais. Mais on va faire une petite parenthèse, puisque tu as parlé de l'immigration, Salim. Toi, tu es venu ici avec la connaissance de la langue française. Ouais. Mais le meilleur exemple, là, c'est dans mon cas, moi. Moi, mes parents, ils ne parlent pas français. Ma mère, un petit peu. Mon père, on va le négliger comme connaissance, OK, de la langue française. Et c'est pour ça que moi, j'appuie les lois 101, puis toutes les lois qui protègent la langue française. Je l'appuie parce que, à cause de ces lois-là, ben moi, je parle français en ce moment. Grâce à ces lois-là. Et ensuite, il y a d'autres lois sur la langue qui ne sont pas nécessairement très bonnes. La loi 96, il y a beaucoup de francophones qui sont contre la loi 96. Et c'est pas parce qu'ils sont contre le français, mais c'est parce qu'elle comportait certaines dispositions qui étaient problématiques, notamment d'un point de vue économique. Mais moi, ça, on fera un autre sujet là-dessus. Mais tout ça pour dire que même si l'immigrant qui arrive ici ne réussit pas à 100%, ou même à 50%, ou même à 20% d'apprendre le français, c'est pas si grave que ça parce que ses enfants
vont être pleinement francophones, tu comprends? Mais c'est une victoire quand même. Mais oui, mais puis parce que si ces gens-là auraient été à une autre province, ben forget it, il n'y aurait pas eu de français. Non, mais en plus de ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'ils parlent pas à leurs enfants dans leur langue chez eux. On parle à la maison. À la maison. C'est ridicule. À la maison, tu sais. Puis l'autre affaire, là, tu sais, on dit aux gens, hey, pratiquez la religion que vous voulez chez vous. Pourquoi on leur dit pas, ben, parlez donc la langue que vous voulez chez vous? C'est comme, la religion, remettez-la, on la veut nulle part, là, on la veut pas, on veut surtout pas la voir, là, surtout les femmes voilées, tu sais, ça, c'est sûr, les gens, ils veulent rien savoir de ça, etc. Puis là, c'est comme, non, mais à la maison, là, par contre, là, on est passé de 48 à 43% bon, une chance chez nous à la maison, on parle français. Tabarouette, sinon j'aurais été un traître à la nation. Un dernier truc, parce que c'est vrai ça, je dois y aller, c'est vrai. Je veux revenir à PSPP parce que lui aussi, il est sorti contre les institutions culturelles du Québec qui ont salué la nomination de Mark Miller parce que, écoute, c'est leur ministre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, et malheureusement, j'aurais aimé qu'on parle vraiment longtemps de ça, mais il reste pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est très, très important parce que voilà comment on est dans le dogme. Ça s'appelle être dogmatique. C'est-à-dire que tu as du monde, tu as des gens dans le milieu culturel qui ont envoyé leurs félicitations par divers canaux au nouveau ministre de la Culture et de l'Identité, qui est là aussi pour les aider, les soutenir, que ce soit financièrement, mais aussi à travers les lois et les règlements du gouvernement fédéral, là, tu sais. Rien de plus normal. Puis sais-tu quoi? Tu peux être fédéraliste, tu peux être souverainiste, tu peux être ni l'un ni l'autre, tu peux être je m'en foutiste, mais tu sais, tu es dans le milieu, puis tu veux travailler avec une partie prenante importante. Puis M. Saint-Pierre Plamondon a trouvé ça terrible. Il a parlé de vacuité intellectuelle. Je pense que c'est la pire des insultes que tu peux dire à quelqu'un, là. C'est en gros, là, tu peux dire à quelqu'un qu'il est idiot, qu'il est CON. Tu vois? Mais c'est exactement ce qu'il dit. Tu sais, genre, en gros, vous êtes vide, écoute, là, je pense que c'est d'un mépris, pour les gens, là, du milieu culturel, mais ça veut dire qu'il doit le penser de d'autres personnes. C'est d'un mépris. Puis de l'aplaventrisme devant Ottawa, Hey! Jusqu'à preuve du contraire, le Québec fait partie de ce bel ensemble qui s'appelle Canada. Et donc, c'est une partie prenante. Puis moi, des souverainistes purs et durs qui veulent rien savoir d'un autre avenir que la souveraineté du Québec, qui sont des amis à moi avec qui je soupe régulièrement, pour eux, d'avoir à travailler avec une partie prenante du gouvernement fédéral, qui plus est un ministre, et de le respecter dans sa fonction de ministre. Puis là, je vois PSPP dire « Ouais, mais lui, il nous a pas respecté en disant que le français n'est pas en déclin. » Encore une fois, d'abord, c'est pas en contexte de ce qu'il a dit en premier. Honnêtement, c'est terrible. Et je pense que ça pourrait potentiellement le suivre pour les prochains mois. Mais c'est parce que les représentants ou certains représentants de ces institutions culturelles-là, ils l'ont critiqué. Ben, bien sûr. Ils lui demandent de s'excuser. Oui. Non, mais en gros, lui, il a décidé de choisir qui était un bon Québécois d'un mauvais Québécois. Mais mais d'abord, écoute, d'abord, j'ai envie de te dire, t'es qui, toi? Moi, regarde, tu sais quoi? Non, mais sérieusement. Non, mais il serait sur le podcast que je lui demanderais. Pas pour être impoli, mais c'est-à-dire, regarde, je suis un immigrant, je suis fédéraliste. Puis j'aime le Québec et j'aime le Canada. Puis sais-tu quoi? Je permettrai pas à Paul Saint-Pierre Plamondon de penser que je suis un moins bon Québécois que lui. C'est tout. C'est tout. Il n'a pas à dire ou à penser que telle personne est parce qu'elle est fédéraliste ou parce qu'elle respecte une institution fédérale,
que c'est de la plaventrisme, etc. Je passe mon temps à critiquer le gouvernement fédéral. Je passe mon temps à critiquer, moi, le régime fédéral d'une manière générale parce que je pense qu'on peut l'améliorer pour le bien de tous, d'ailleurs, etc. Donc, non, c'est pas de la plaventrisme. Il parlait pas de moi, bien sûr. Il parlait des gens dans les... Mais tu peux transposer ça à n'importe qui, à toi, à moi, à notre entourage. Ça n'a aucun bon sens, franchement. Et en plus de ça, il est allé faire une entrevue à Radio-Canada. Puis sur sa page Facebook, tu iras voir, et les gens qui nous écoutent iront voir. Il dit que l'entrevue à Radio-Canada, où il laisse entendre que l'entrevue à Radio-Canada, il n'y avait pas de... Elle était... voyons, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, là, mais que... bref, en tout cas, il manquait d'éthique, là, grosso modo. Là. C'est ça que j'ai retenu. Là. C'était comme une sorte de manque d'éthique, qu'ils n'étaient pas neutres et que, dans le fond, ils essayent de défendre le régime fédéral, etc. Voyons donc. Paul Saint-Pierre, voyons donc. Ça m'intéresse de voir s'il y a une stratégie derrière ça. Reste à voir. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui, Salim. Je dois aller chercher mes enfants. Vas-y, va chercher tes enfants. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao. Bye, ciao.